Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte, vous savez que c'est une des rubriques de Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio tous les jours. Mais lanceur d'alerte ou lanceuse d'alerte, c'est quelque chose de très important. C'est quand, vous savez, on tâche de couvrir une réalité, on n'en parle pas, eh bien il y a des gens, des hommes, des femmes qui disent non, voilà ce qui se passe. Et ça change tout, et ça change le paysage, on en parle. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et tout de suite, André Berkoff, on accueille votre invitée Céline Boussier, aide médico-psychologique, présidente d'association, lanceuse d'alerte précisément, et auteure de ce livre « Les enfants du silence ». C'est publié aux éditions HarperCollins. Alors, vous savez que Céline Boussier, d'abord, bonjour. Bonjour. Donner une voix à ceux qui n'en ont pas, c'est effectivement la tâche, ça devrait être d'ailleurs la tâche de tous les journalistes, de tous ceux qui sont des porte-paroles ou des haut-parleurs, au vrai sens du terme. Et puis, il y a ceux qui dévoilent une situation parce qu'ils sont dans cette situation, évidemment. Et c'est pour ça que c'est très important qu'il n'y ait pas que les médias, qu'il y a justement, et c'est grâce à vous, à des gens comme vous, à des gens comme, moi je dis à Julian Assange ou d'autres, peu importe le niveau ou le degré. Ce qui est important, c'est de dire les choses et de dévoiler les choses quand ça ne va pas, et même quand ça va aussi. Alors, Céline Boussier, vous êtes venue, alors racontez-moi, vous étiez dans c'était une maison une maison pour enfants handicapés, c'est bien ça? Déjà, merci pour votre invitation, parce que le travail média lanceur d'alerte est extrêmement important pour dévoiler au grand jour les dysfonctionnements que certains essayent de cacher. Et c'était un institut médico-éducatif qui accueillait des enfants, des adolescents et des adultes polyhandicapés, donc du handicap grave. Lourd. Oui. Et ces enfants n'avaient pas la langue de Molière, mais ils ne s'exprimaient pas comme vous et moi. Mais ils pouvaient communiquer avec les yeux, avec le sourire, les expressions du visage. Certains pinçaient, mordaient, mais ils communiquaient. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je voudrais que vous racontiez, parce que ce livre est tout à fait passionnant, parce qu'il montre une réalité, effectivement, qu'on ne connaît pas, quand on n'est pas confronté directement à cela, comme parent ou autre, ou proche. Et puis, vous étiez là, qu'est-ce que vous avez constaté? Comment est venue votre prise de conscience, quoi? Quand je suis arrivée en 2008, j'étais absolument pas formée. Donc, on m'a jetée dans l'eau du bain. Il a fallu que je me débrouille très vite. Aucune formation de départ? Rien. Non. Donc j'ai commencé à poser des questions parce que je me rendais compte que ces enfants, pour certains, étaient nourris par sonde, mais n'étaient pas hydratés. Donc ma première question, comment ça se fait qu'on ne leur donne pas à boire? Et on m'a répondu cette phrase monstrueuse, mais si on les hydrate parce qu'en rinçant l'eau de la tubulure, donc du tuyau qui va de l'estomac à la poche, on les fait boire. J'ai quand même trouvé ça hallucinant. Et après, au fur et à mesure, c'était des bâtiments qui n'étaient pas du tout aux normes, des lits beaucoup trop petits, des cages en verre de 3 mètres carrés, sans toilette, sans point d'eau, pas de suivi dentiste, gynécologique, une sexualité, tout le monde en a une, et là, elle se faisait devant tout le monde parce que c'était nié, garçons-filles mélangés, des enfants des enfants adultes ados assis sur des pots, des seaux, pour faire leurs besoins, lavés dans des vieux lavabos de campagne. Enfin, c'était tout un tas de dysfonctionnements et de maltraitances graves où la dignité de l'être humain, parce qu'avant d'être des résidents polyhandicapés, c'est quand même des êtres humains de droits fondamentaux, constitutionnels, et ça, c'était nié. Et c'était... Alors justement, combien ils étaient dans cette maison-là où vous étiez? Combien de pensionnaires? En tout, avec les 2 services, en comptant la vitrine de l'IME, qu'on montrait beaucoup plus que là où j'exerçais, il y avait 80 résidents. D'accord. Et c'était une maison, c'est important de le dire pour les auditeurs, maison privée, maison d'État, semi-publique, le statut? Alors, ce statut, c'est une entreprise privée financée par de l'argent public. Et ce qui est quand même important de dire, c'est que déjà dès 1995, cet établissement a été dénoncé par un premier lanceur d'alerte qui a été condamné pour diffamation. En 1999, rebelote,
Bernadette et Christelle ont dénoncé, ont été condamnées. Des aides-soignants, éducateurs spécialisés là. Oui. Elles ont été condamnées. Et suite à l'affaire de 1999, il y a de l'argent public qui a été donné à cet établissement pour réhumaniser les locaux. Aujourd'hui, je pose la question, où est passé l'argent public? Parce que rien n'a été fait. Non. Ouais. Les images sont là. Nicolas Bourgoin a fait un excellent documentaire sur une zone interdite. Elles ne trompent pas, les images. Elles sont d'une violence rare. Alors, vous arrivez en 2008, vous voyez tout ça, vous vous posez des questions, et quand vous dit, écoutez, il faut que j'en parle, il faut que je dénonce, au bon sens du terme, bien sûr, ça ne peut pas continuer comme ça, moi je ne le supporte pas. Comment Le premier choc, ça a été en 2009, quand on a laissé Naïma sans soins, et que clairement, j'appelle ça un meurtre, et qu'elle a fini par en décéder. Deuxième choc, 2010, où on a... C'est un meurtre, carrément. Ah ben, moi, j'ai prévenu à 14h. Ouais. Elle n'a été hospitalisée que le lendemain, avec un électroencéphalogramme plat. Elle est décédée, la famille n'a jamais eu la vérité. 2010, on a une petite qui s'est brûlée, qui a été emmenée bien trop tard à l'hôpital. Et là, j'ai voulu dénoncer, mais j'ai manqué de courage. J'étais toute seule avec 2 membres à élever, et j'y suis pas allée, parce que j'ai eu peur. Et puis 2013, ça a été la goutte d'eau de trop. J'ai été voir un syndicat qui n'était pas le mien, qui était la CGT, puisque le syndicat de ma boîte ne m'a pas aidé. Mmh. Et je leur ai dit ce qui se passait dans cet établissement, après avoir alerté en interne, parce que j'ai vraiment suivi toutes les procédures. Bien sûr. Et l'interne n'a pas réagi, bien sûr. Ah mais non, non seulement ils n'ont pas réagi, mais ça s'est retourné contre moi de manière très violente. Et on a prévenu l'agence régionale de santé de du Gers, et le Gers nous a dit c'est un dossier trop lourd, ça part en Midi-Pyrénées. Suite à ça, il y a eu une inspection dans cet établissement avec l'agence régionale de santé, avec les services vétérinaires, l'inspecteur du travail. Mais nous, on n'avait pas de nouvelles. Et comme on n'avait pas de nouvelles, j'ai prévenu l'ensemble du gouvernement de l'époque. Philippe Croizon m'a aidé puisqu'il a remis un dossier à François Hollande. Et en novembre 2013, le dossier est tombé, a été rendu public. Et l'agence régionale de santé nous a donné raison, a fait toute une liste de dysfonctionnement, et page 7, c'était clair, c'était bien une situation de maltraitance institutionnelle. Donc je me suis dit... Ça va aller. Ça va aller. Ouais. Ça, c'était un rêve. Parce que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé, justement, quand... Novembre 2013, quand le rapport est tombé, mes collègues de travail s'en sont pris à moi. Et Facebook est un outil extraordinaire de travail, mais c'est aussi une catastrophe. La langue de Zop, le meilleur et le pire. Mais tous vos collègues il n'y a pas des collègues qui ont dit mais tu as raison, tu as bien fait. Aucune parce que c'est une emprise. J'ai toujours dit Moussaron c'est un peu comme une secte on est 10 000 fils. On est dans une forme de manipulation mentale, mais autant pour les professionnels que les parents. Et premier message qui m'était adressé, c'était extrêmement violent. C'est pas mes mots, à toi espèce de grande salope, la roue tournera un jour, tu le regretteras et je rigolerai quand tu seras au fond du seau. Et ça a été 7 mois d'enfer. 2014, donc le zone interdite arrive, et moi je m'attendais à ce que les gens sortent dans la rue et demandent des comptes. Mais rien. Mais même les parents, les proches, ils ont vu zone interdite quand même. Alors certains parents, je pense à Brigitte, à Julia, à Sabrina et à la famille de Naïma, nous ont rejoints, ont déposé plainte. Mais certains autres parents, et ça c'est le pire de ce qui pouvait m'arriver, se sont joints à certains professionnels, sont venus dans ma ville à distribuer des tracts en me faisant passer pour la dernière des traînées, et ont placardé dans le quartier chez moi, sur les murs, les tracts, ils les ont collés, ce qui fait que mes enfants, dès qu'on sortait, j'y tombais dessus tous les matins. Et puis après, il y a eu ce qui m'a fait partir, parce qu'on a demandé pendant des mois une mesure de protection qui n'est jamais arrivée. Racontez ce qui s'est passé, justement. Un matin, pour reprendre tout, ma fille me dit un samedi soir, maman, j'entends du bruit, il y a quelqu'un. Mais je l'ai grondée, je lui dis enfin c'est n'importe quoi, je la mets au lit et pour la rassurer, je me couche au pied de la porte comme un chien sur une couverture. Et le lendemain, quand je me lève, les fleurs étaient arrachées, le portail était dégoncé à 10 mètres. Et là, je me suis dit c'est pas possible. Clairement, la sécurité de mes filles est engagée. Et à force d'insister, j'ai obtenu
une mesure de protection de la préfecture du Lot-et-Garonne qui demandait à ce qu'une équipe de gendarmerie passe devant chez moi. Mais c'était trop tard, j'avais pris la décision de partir à 800 km. Et quelque part, on n'a pas pris de bombes, on n'a pas pris de balles, mais c'est quand même un attentat sur nos vies, parce que ne pas dénoncer, c'est être passible de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Et parce que j'ai fait mon job. Oui, vous avez fait ce qu'il fallait faire pour vous, très clairement. Et vous êtes où maintenant, Céline Boussier? Vous exercez toujours? Je n'exerce plus. J'ai été licenciée en 2014. Donc je continue à me battre, déjà parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cet établissement, moi j'ai été jugée, j'ai été relaxée. Cet établissement, à aujourd'hui, n'est toujours pas mis en examen. Les responsables ne sont toujours pas condamnés. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Vous voulez dire qu'il n'y a rien eu depuis? Malgré l'ONU, malgré tout le reste, c'est pour ça que je parle très clairement de collusion politique et que je dénonce les politiques du Gers et les politiques nationaux. C'est clairement, il y a une collusion avec le Parti socialiste, je l'explique dans mon bouquin. Ouais. Et ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que cet établissement, on a réussi à faire partir la famille. C'est hallucinant quand même, ce qu'on vous racontez, la collusion. C'est-à-dire que au fond, rien ne s'est, pratiquement rien ne s'est passé. Vous avez été effectivement heureusement blanchi, enfin c'est même acquitté en tant que lanceur d'alerte. Là, vous avez été défendu, mais le reste, c'est en l'état. Alors le reste, c'est en l'état. La famille, ça c'est la bonne chose. On a fait partir la famille de cet établissement parce qu'après, oui. Voilà, les parents, il y a eu la fille. Il y a un groupe qui s'appelle Clinipol qui l'a repris. Et nous, on s'est dit, ça va aller mieux. Le jour du procès au prud'homme, le 31 janvier. 31 janvier de quelle année? De cette année. De cette année. Mon avocate qui est Maître Alma... Il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Mon avocate était en train de plaider, Maître Alma Basique, et l'avocat de Moussaron, qui représente l'actuel repreneur, nous dit... Non, il n'y a pas eu maltraitance institutionnelle. Oui, vous avez détourné ces images. Ça veut dire que la direction d'aujourd'hui continue la même lancée que l'ancienne direction. Donc nous, effectivement, on est en droit de se demander ce qui va devenir de ces enfants et on exige aujourd'hui de l'État français, de la justice, qui ait une enquête de mener, de fond, parce que le procureur de la République, ça c'est hallucinant, il nous a classé les 9 plaintes sur 10 en nous disant qu'on avait instrumentalisé la justice. Et le pire de tout, c'est qu'il a plaint la famille Doisan sans avoir une once d'empathie pour les résidents et pour les familles. Et je trouve ça intolérable. La famille Doisan qui dirigeait effectivement l'établissement. Et que, en plus d'avoir la justice pour les résidents et pour les familles, j'exige que Bernadette et ses enfants qui ont lourdement payé le tribut en 99 de ce qu'elle a dénoncé en faisant son devoir, soit réhabilité. Soit réintégré, réhabilité. Non, ce qui est fou, c'est que quand même aujourd'hui, on est en 2019 et que ce genre de scandale persiste et que surtout l'impunité d'un certain nombre de gens, qu'ils soient politiques ou sociaux, cette collusion existe et en tout cas, incontestablement, le livre de Céline Boussier, que je vous recommande, Les enfants du silence, montre à l'envi que les lanceurs et les lanceuses d'alerte doivent être suivis. C'est le plus important. C'est dans le brouillard, il faut de la lumière. Merci à vous, Céline Boussier. En tout cas, je rappelle aussi l'éditeur de votre livre, Les enfants du silence, c'est publié aux éditions HarperCollins. Merci à vous. Merci à vous également, André Berkoff. On retrouve demain à midi dans tous vos états sur Sud Radio. Tous ceux qui veulent réécouter cet entretien et toute l'émission peuvent se rendre sur les podcasts sur sudradio.fr ou alors sur la page Facebook de Sud Radio pour revoir le Facebook Live. Quant à nous, écoutez, la journée continue puisque dans quelques instants, Jacques Pessis reçoit Denis Arcand. C'est le réalisateur québécois du film très célèbre, Le déclin de l'Empire américain. Excellente journée à vous sur Sud Radio.